Track, directeur Agico. Il est également responsable chez X Humanisa. Donc, il va nous parler de projets et il va nous en présenter d'autres. Merci, Hichem. Binoxybre avec Wi-Fi 6, profitez du meilleur des Wi-Fi partout dans la maison. On est fait pour être ensemble. Bonjour tout le monde, merci Latifah, merci à toute l'équipe de santé, à Diana, à Myriam et à tous les intervenants pour ces excellentes interventions. Donc très rapidement, donc, voilà, on va aller dans le concret. Donc par rapport au groupe Agico, on a récemment un prix qui avait été un projet qui avait été lauréat du prix ESMP il y a 2 ans, vient d'être également sélectionné dans le cadre du FPOIR d'Espoir pour le développement en Tunisie, dans le cadre de l'occupation. Donc ça promeut l'agriculture durable et promouvoir et valoriser donc le terroir tunisien. Bonjour à tous. Donc, le site, c'est le nord-ouest de la Tunisie, autour de la région de Rablema ou de Kendova. Donc, on travaille, il y a des dimensions d'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire avec les collecteurs, avec les producteurs locaux, et également donc, aider dans leur voie de distribution et de valorisation de leur système. Donc, il y a également des projections pour y ajouter donc, de la blockchain et de la RFID sur la traçabilité. Dans le cadre de Humanisa, on a une ONG, une association qui réunit un ensemble d'acteurs dans le domaine de l'innovation. On agit essentiellement sur la partie santé et la partie environnementale green, et on est assez impliqué sur le continent africain. Donc, comme projet concret, on a travaillé sur la partie, justement, pour parler de responsabilité liée au développement durable, c'est également promouvoir donc, le textile responsable. On a tracé dans le cadre du Covid donc, des masques, des cache-nez au Burkina Faso avec François Yéméogo, dit François Ier, 100% coton 100% burkinabé, avec labellisé Écossaire. Donc cette dimension justement de responsable, extrêmement importante à promouvoir. D'autres projets sur lesquels on a avancé assez concrètement, et c'est là où on va aller tout de suite, c'est qu'on est en train d'initier un certain nombre de projets, on est en train de contribuer avec certains acteurs, que ce soit en Algérie ou en Afrique subsaharienne, en particulier au Burkina Faso, sur des projets en termes d'agriculture durable et agritech. Et sur cette partie-là, on a initié avec on avait entendu ce matin, c'est le président du Centre burkinabé pour le développement durable, un consortium avec un certain nombre d'acteurs burkinabés de renom et de grandes compétences, avec également un certain nombre de partenaires algériens, des partenaires européens, dont un gros industriel. Il y aura des annonces qui seront faites prochainement, et ainsi que le drone Sindou de Chris Delay qui vient d'être nommé ambassadeur au pacte climat auprès de la Commission européenne. Donc dans ce cadre-là, on participe avec les autorités du Burkina au programme de la ceinture verte de la ville de Ouagadougou. Donc on a pu avoir un certain nombre de réunions de travail et avancer très concrètement. Donc là-dessus, les briques technologiques qui sont évoquées, vous allez voir, vous avez déjà commencé à entendre plusieurs des acteurs de ce consortium. Vous avez entendu Mohamed Safar Zitoun de Geomatic Solutions, qui est un des pionniers de l'hydrogéologie en Afrique, qui a coordonné la première carte hydrogéologique d'Afrique. Vous avez également entendu ce matin Seydou Sanvo, donc le président du Centre burkinabé pour le développement durable, qui a l'initiative, bien sûr avec les autorités du Burkina Faso. Vous allez entendre à la suite cet après-midi Younoussa Sanfou, un projet qui est extrêmement intéressant qu'il va vous présenter, surtout venant d'une personnalité, un expert tel que lui, parce que c'est un grand expert sur la question de la cybersécurité en particulier. Mais là, le projet détonne par rapport à la cybersécurité. Et on est tout un écosystème. Et là, je vais pas m'attarder là-dessus plus que cela. Il est prévu également
également qui interviennent à la fin, donc un des cofondateurs de Humanisa, Najib Bouchiba, qui est un spécialiste des usages sur la question de l'hydrogène. Mais là, je vais vous présenter deux des parties prenantes du consortium qui sont extrêmement, vous allez voir, différents, mais qui, dans cette approche à court, moyen et long terme qui nous attendent en termes d'ODD, puisqu'il faut avoir une approche qui soit réellement attachée au terrain et avoir une approche pour adhérer et faire impliquer au maximum le maximum d'acteurs sur le terrain pour éviter à ce que lorsqu'on reverdisse, que des jeunes ou des moins jeunes viennent arracher les plants, qu'il y ait des installations sauvages sur des zones où on est en train de travailler pour tel ou tel projet green parce qu'on a obtenu des fonds, des subventions. Il faut absolument les faire adhérer. On a des Natal qui fait partie de notre écosystème. Les jeunes se sentent de moins en moins participatifs. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas impliqués, ils ont envie de s'impliquer, c'est qu'il y a des verrous qui sont très identifiés et identifiables. Donc, à nous de faciliter donc, cette adhésion, cette implication. Donc, je vais rapidement présenter donc, le studio Kumakan, à leur tête leur CEO, le brillant jeune leader Yasser Sangaré, qui est lauréat, un des lauréats donc, du African Game Dev cette année, donc, qui est dans le gaming, donc le jeu vidéo à projection citoyenne, à projection responsable et pas que. Et à la suite interviendra également Nassim Iman, donc, qui est le General Manager de AI Technologies, qui est une structure qui intervient dans le domaine de l'agriculture via les biais de l'intelligence artificielle en particulier. Donc, je salue également Mabrouk Aïb, qui est le founding partner, l'associé fondateur également, qui ne peut pas être là parmi nous. Et je vais laisser la parole à Yasser Sangaré pour présenter les studios Kumakan qui ont beaucoup de choses justement à offrir dans cette quête des ODD qui nous attend tous. Merci à tous. Yasser, tu peux prendre la parole. Bon, si Yasser n'est pas encore... Ah, si, il est là, super. Il est là, yes. Tu peux prendre la parole, Yasser. Tu m'entends? Ah. Yasser? Oui. Et oui. Non, on ne l'entend pas. Ah. Le chat. Non, on ne t'entend pas. Bon, ok. Oui. Yasser, on te reprend juste après, parce que là, on ne t'entend pas du tout. Nassim, est-ce que tu es là? Bonjour Hicham. Bonjour Nassim. Bonjour tout le monde. Donc, merci pour l'invitation. Non, c'est moi. Tu peux aller, à toi de jouer. Merci Nassim. Okay, d'accord. Ah oui, j'ai oublié de préciser qu'ils viennent d'être lauréats et technologies d'un grand concours en Algérie, le Algerian Summit Startup. Donc, encore une fois, mes félicitations Nassim pour ce prix, surtout pour les nouveaux leviers que tu apportes à l'agriculture africaine. Merci beaucoup, Hicham. Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Comme Hicham m'a présenté tout à l'heure, donc nous, on s'inscrit vraiment dans une dynamique où l'Afrique doit absolument développer ses capacités en agriculture. C'est pour cela que nous avons initié donc un projet de barrage vert avec le Burkina Faso, mais aussi nous souhaitons bien sûr attirer, c'est-à-dire
faire contribuer d'autres acteurs, notamment européens et sud-africains. Le but, c'est de créer une synergie avec ces pays-là, avec leurs connaissances. Donc, en Algérie, nous avons une grande expérience dans les barrages verts. Donc, nous avons déjà construit un barrage vert il y a 40 ans de cela. C'est un barrage vert qui tient toujours et qui va bientôt être relancé dans une seconde phase. Mais aussi, quelque chose qu'on connaît moins, c'est que Alger est une ville vraiment très verte où nous avons plusieurs parcs, nous avons beaucoup de végétation à l'intérieur de la ville. Et ça nous a vraiment donné beaucoup d'expérience. Et c'est cette expérience-là que nous souhaitons partager donc, avec les autres pays africains, donc pour les aider à reboiser ou à créer carrément de nouvelles forêts, ou prairies ou maquis, ça dépend bien sûr des zones géographiques, mais aussi les aider aussi à développer la verdure à l'intérieur donc, des villes. Donc rapidement, Hightech a été fondé en 2016 avec mon associé Mabrouk Aïb et moi-même. Donc le but vraiment d'Hightech, c'est de fournir des solutions technologiques aux acteurs agricoles. Ces solutions doivent être simples à utiliser, mais en même temps qui intègrent toutes les meilleures pratiques et toute l'intelligence et la connaissance agricole qui existent. Donc, le but de ces solutions, c'est d'aider ces acteurs agricoles, qu'ils soient petits exploitants ou grands exploitants, à réduire la consommation des ressources rares et onéreuses. Nous souhaitons… Nassim, vous pourrez parler un petit peu plus fort parce que j'ai des messages comme quoi on ne vous entend pas très bien. Merci. Ok, là vous m'entendez mieux? Ah oui, parfait. Ok, super. Donc, par rapport à notre vision, donc nous souhaitons et nous sommes en train de se positionner pour devenir, on l'espère bien, un leader de l'agritech en Afrique. Pour cela, nous avons donc développé 3 solutions. Donc, la première qui est Hightech ERP Agro, c'est une solution destinée aux moyennes et grandes exploitations agricoles. C'est une suite de logiciels qui permettent vraiment d'intégrer les métiers de l'agriculture, que ce soit pour l'exploitation, enfin, pour les vergers, pour les grandes cultures ou pour les cultures maraîchères, pour les pépinières arboricoles et maraîchères aussi. Donc, cette suite de logiciels, cette solution intègre déjà le métier de l'agriculture et permet à ces sociétés de mieux gérer, de mieux contrôler leurs itinéraires techniques, de mieux contrôler l'utilisation des pesticides et des insecticides. Le but de cette solution, c'est d'aider les entreprises à d'abord mieux gérer leur itinéraire technique qui aura un impact donc direct sur la productivité, à assurer la traçabilité et aide ces exploitants à se conformer aux différentes législations, notamment l'utilisation des pesticides de tout genre, et aussi de les aider à piloter leurs coûts. Donc, ce sont ceux-là les 3 problématiques majeures que notre solution permet d'aider. La deuxième solution, qui est Hightech, donc c'est une solution basée sur l'intelligence artificielle. Donc, grâce à un réseau de capteurs, grâce aux prévisions météo et grâce à notre algorithme d'intelligence artificielle, nous aidons l'agriculteur à optimiser son irrigation. Donc, nous avons déjà fait des tests en réel sur plusieurs parcelles, sur plusieurs cultures. Donc, les meilleurs résultats que nous avons eus, c'est que nous avons pu économiser jusqu'à 50% d'utilisation d'eau. En d'autres termes, avec la même quantité d'eau, on permet aux agriculteurs de doubler la surface irriguée.
Au même moment, nous avons aidé ces mêmes agriculteurs à augmenter leur rendement de 10%, ce qui est impressionnant, c'est-à-dire avec les mêmes produits, avec la même façon, enfin, en modifiant juste l'irrigation, en donnant la quantité nécessaire au bon moment, nous arrivons carrément à augmenter de 10% la productivité. Sans une utilisation enfin, additionnelle d'engrais ou d'autres produits. Et aussi, je suppose que c'est le cas de beaucoup de pays africains, enfin je sais parce que nous sommes en contact avec les agriculteurs, ils arrivent à maîtriser la salinité. Ce qui se passe, c'est que dans les régions où nous avons des forages, où l'eau est assez abondante, mais où il fait chaud, donc les gens ont tendance à sur-irriguer leurs plantations. Et quand arrive la période de jachère ou bien la période tout simplement de repos de la terre durant l'été, surtout, il y a un phénomène de salinité, donc le sel remonte sur la surface et ça a des dégâts très importants sur la capacité de la plante à absorber les engrais. Donc, grâce à Raytech, grâce surtout à l'utilisation la bonne utilisation de l'eau d'irrigation, nous avons pu contrôler la salinité, donc soit en évitant d'abord la salinité, soit en suggérant, bien sûr tout ça automatiquement, de faire des lessivages ponctuels pour améliorer l'absorption des engrais. Et la prochaine solution, donc ça c'est une solution dans le mois prochain, juillet, mois de juillet, en Algérie, puis très prochainement en Afrique. C'est une solution donc, de partage des alertes maladies. Donc là, nous sommes en partenariat avec de grands laboratoires internationaux. Nous allons bientôt faire des annonces sur ça, le temps de formaliser, de concrétiser des accords. Et le but, c'est qu'avec tous les ingénieurs associés qui se trouvent sur le terrain, c'est une remontée très rapide des risques phytosanitaires, des risques ou des maladies constatées, déjà constatées. Et le but, c'est de pouvoir partager très rapidement cette information avec les agriculteurs, donc en les ciblant géographiquement et par leur culture. Et donc, avec cette solution, nous prévoyons aussi d'augmenter le rendement en faisant des traitements préventifs quand c'est nécessaire et de baisser les coûts car un traitement préventif coûte moins cher qu'un traitement curatif. Donc voilà rapidement les solutions que Raytech propose. Je vais la parole à Hicham. Oui, il arrive. Je lui passe les oreillettes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nessim. Comme d'habitude, brillant et très concret. Donc, je vous invite à prendre contact auprès de lui sur les réseaux, LinkedIn ou même là, dans le chat, ou en nous contactant pour les perspectives, que ce soit en Algérie, mais également à l'international, donc en Afrique et en Europe. Donc là, pour la suite, on va faire une dernière tentative avec Yasser. Sinon, je vais vous passer une de ces vidéos, une des vidéos de leur produite par les studios Kumakan, qui est sur justement la notion de safari. Donc pas comme nous, comme on aurait pu l'entendre en Europe, sur le côté voyage, photo, mais plutôt le côté quête, le jeune homme qui devient un jeune adulte, et également l'introspection et la quête de soi. C'est un Odyssée. Yasser, est-ce que tu peux essayer de voir si ça marche? Le débit est pas. Ces derniers temps, on avait réussi à bien échanger avec Yasser. Là, ça passe pas. Donc,
je vais aller directement dans la vidéo. J'ai hâte de partager l'écran, je vais repartager derrière pour que vous puissiez voir la vidéo. Tout de suite. C'est l'entracte de boire de l'eau, prendre un café, faire des... Moi, je dois dire, je ne sais pas si Myriam m'entend, que pour la pause, je regrette beaucoup les jus de fraises. Je dois en avoir bu 1 litre entier quand j'étais à Tunis, tellement c'était un régal. Comment on dit, c'était un kiff. Hein. Avec plaisir. Vous n'avez qu'à venir, même sans le 5T, on va vous faire goûter de bonnes jus. Vraiment, De là, bonnes fruits aussi. alors ça, un peu noir. Hein. Oh là là, comme c'était bon. C'était trop bon. Bon, je pense que Diana... je coupe ma vidéo de nouveau parce que je pense que ça encombre les réseaux. On ne se rend pas compte que le monde Internet, du distanciel, fabrique beaucoup de consommation d'énergie. Il va falloir comprendre s'il agite. Je propose pour l'an prochain qu'on fasse une table ronde, comme ça on en profite sur la pollution avec les étudiants d'esprit, sur la pollution, enfin, en tout cas sur la consommation d'énergie et donc les émissions de CO2 à des environnements Internet. Voilà, il y a pas mal d'intervenants qui pourraient aussi nous aider là-dessus. Vraiment que ça revienne. Avec le Centre régional de formation métier de maîtrise de l'énergie aussi, Myriam. Hein? Yes. Oui, la maîtrise de l'énergie, elle, évidemment, elle doit être prise en compte dans l'usage. Vous avez raison. Oui. C'est l'alpha du nouveau monde. À qui est la parole maintenant? Un problème de son, je crois. Je suis en train de voir le problème de son. Vous permettez, Myriam, que je vous présente les jeunes étudiants? Bon, c'est parti. Le moment est arrivé d'accomplir et d'aspirer au rang de Ganto, qui devra te rendre sur les traces de tes ancêtres, qui ne te montrent la coutume. Ah, mon fils, et fais honneur à notre village.
Oui, excusez-moi. Donc, juste pour vous dire, donc, il y a Serre Sangaré, qui est le CEO des studios Kumakan et lauréat il a été sélectionné dans le cadre du programme Mandela Fellowship. C'est un programme qui a pu voir des grands leaders du monde passer par ce dernier. Et donc, dans ce cadre-là, à partir du 17 juin, donc dès demain, il va rentrer dans un programme affilié avec l'Université du Texas, si je ne me trompe pas. Et donc, ils sont en train de collectionner les distinctions ces derniers temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une humilité, une projection très, très citoyenne, très responsable et durable. Donc les jeunes, là, on a des jeunes justement qui sont très participatifs et qui ont envie de s'impliquer. Donc à nous de leur faciliter l'accès aux acteurs et aux décideurs. Merci. Merci à Hichem pour cette présentation ainsi que ses invités. On va continuer tout de suite avec Monsieur Agali Aljoumanti. Bonjour Agali, est-ce que vous êtes là? Est-ce que Agali est avec nous? Alors Agali se connecte avec lui à partir du Mali. Il va nous parler des perspectives à envisager pour le lac Fagibine au Mali. Alors, est-ce que Agali nous entend? Alors, il était là, il n'est plus là. En attendant qu'il se reconnecte, je vois qu'on a à l'écran les étudiants du Centre régional de formation au métier de la maîtrise de l'énergie. Donc, on va passer à eux. Bonjour les étudiants, je ne connais pas votre nom, donc je vais vous laisser vous présenter et présenter vos projets. Vous m'entendez là? C'est bon, vous m'entendez. Alors, je vais les laisser se présenter seuls et toutes seules. On va commencer par Wifer. Bonjour tout le monde, je suis Wifer Salani, je suis étudiante en énergie renouvelable. L'année dernière, j'ai eu la formation. L'année dernière, j'ai une attestation en installateur mainteneur système photovoltaïque à la Centre régional de métier au métier de maîtrise de l'énergie Crépon. Cette formation me donnait beaucoup de compétences, surtout du côté pratique, car dans mes études, j'ai eu seulement côté théorique, j'ai eu seulement du côté théorique. Et maintenant, j'ai l'occasion de faire mon PFE au Crépon. Le thème du projet de fin d'études porte sur le photovoltaïque. C'est une idée de l'innovation. C'est un mobilier urbain. C'est un parasoleil solaire où on peut profiter d'un abri de soleil et aussi on a, vous savez très bien, lorsqu'on va à la plage à Tunis comme ailleurs, on perd facilement notre charge téléphonique. Donc dans ce parasoleil solaire, on a un chargeur téléphonique, comme on a aussi une prise électrique pour, si jamais on a du travail à faire, on branche notre PC et on travaille même au bord de la plage. Génial. C'est génial, bravo, hein, bravo. Super. Merci. Écoutez, alors moi, bravo, parce que déjà, je suis ravie d'avoir des filles qui ont envie d'être installateurs, mainteneurs sur le photovoltaïque et qui en plus inventent des choses aussi géniales que le parasoleil solaire chargeur de iPhone. Moi, l'autre jour, pas plus tard que ce week-end, j'étais sur la plage avec mon ordinateur. J'avais plus de batterie et j'ai dû aller à un restaurant 100 mètres plus loin pour demander si on pouvait me recharger. Donc, tant vous dire, j'achète. Hein. D'accord, sans problème. On passe au suivant, Nejah de l'École nationale des ingénieurs de Monastir. Merci beaucoup. Merci à Nejah. Alors, bonjour à tous. Je suis Nejah Bounevi, élève ingénieur à l'École nationale d'ingénieurs de Monastir. Je suis présent dans le centre de formation au métier de maîtrise de l'énergie pour mon projet de fin d'études. Le projet porte sur un système autonome, un système intelligent autonome
avec, en relation avec le secteur tertiaire, précisément le secteur de transport. Il va aider énormément à minimiser les actions de vol et de braquage dans le domaine tertiaire, et il va aussi servir énormément aux transitions énergétiques, puisque le système fonctionne avec l'énergie solaire photovoltaïque. C'est très intéressant. Bravo à vous. Hein. Je trouve remarquable qu'il y ait cette coopération entre les écoles d'ingénieurs et un centre où on met en œuvre de façon pratique ce qu'on a étudié. Et là, vous avez trouvé quelque chose d'hyper pratique qui concerne beaucoup de gens qui ont envie d'avoir des systèmes d'alarme, et vous leur proposez que ce soit avec des ressources solaires. Donc, on est dans un sujet qui intéresse le grand public. Donc, bravo à vous et beaucoup de succès pour ce projet. Merci bien. Merci bien. Merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je suis fière de participer avec vous à cette conférence et d'avoir un savoir-faire. J'ai l'honneur d'être entre cette équipe avec un formateur dynamique, et une équipe dynamique. Je suis Ben Mansour Safri, étudiante. J'ai étudié à la fac des sciences. J'ai fait un projet avec l'ANAME pour le maîtrise énergie au secteur bâtiment. J'ai maîtrisé le logiciel CLIP dans 2008-2009. C'est un savoir théorique, loin de la pratique. Pour cela, j'ai pris l'initiative. J'aime terminer mes études approfondies, voir comment maîtriser l'énergie dans la vie. C'est pas loin de cette formation. Pour cela, j'ai l'honneur d'être ici. Elle m'a donné beaucoup de chance de savoir comment pratiquer le maîtrise d'énergie en domaine pratique et vie aussi. Aussi, j'ai fait des masters logiciel DW, logiciel OptiSystem, tout ce qui est instrumentation au secteur fibre optique. Je suis polyvalent, j'ai fait beaucoup de choses, mais le plus intéressant dans ma vie, c'est comment maîtriser l'énergie. Comment atteindre une étoile, et après l'étoile, atteindre le soleil et être couvert avec l'énergie solaire dans toute la vie. Merci. Sabrine aussi, elle veut postuler à un poste de doctorant. Donc, elle cherche un poste si jamais il y a une place qui est libre. Bravo, Sabrine. Je cède la parole à Marouane. Juste un mot. Vous savez, oui. Que j'ai créé moi-même dans une autre vie une entreprise qui s'appelle Économie d'énergie. Donc, rien que le nom vous permet de réfléchir de savoir ce que ça faisait. Et je crois de façon très forte au fait que la maîtrise d'énergie est un premier maillon. J'avais pour habitude de dire la 5e énergie est celle que l'on ne consomme pas, et c'est une source d'énergie renouvelable première. Donc, je vous encourage à continuer vos travaux dans tous les domaines, puisque c'est vrai, on l'a vu dans les logiciels, etc. Donc, bravo à vous, et puis on est en contact. Donc, si ce n'est pas nous, ce sera quelqu'un d'autre, j'ai aucun doute là-dessus, et je vous encourage à continuer à creuser. Bravo. Merci beaucoup. Alors, Marouane va prendre la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour Marouane. Bonjour. Je suis Mohamed Marouane Ndolsi, j'ai 25 ans. J'ai eu mon brevet de technicien supérieur en gestion de maintenance industrielle l'année dernière. J'ai eu ensuite la chance de participer à la formation d'installateur et mainteneur des systèmes photovoltaïques au Centre régional de formation au métier de maîtrise de l'énergie avec Siad Raouf Ben Saïd. C'était une incroyable expérience où j'ai appris la nécessité des énergies renouvelables qui peut couvrir tous nos besoins énergétiques
sans faire appel aux énergies fossiles. J'étais vraiment ému par ce domaine et je travaille aujourd'hui à la société de Siab Raouf aussi, une société Beausoleil Service qui fait des installations photovoltaïques. Et je rêve aussi de créer ma propre société qui s'occupe de tout ce qui concerne les énergies renouvelables. Mais comme vous le savez, la création d'une société, ça nécessite un capital de 7 000 euros, ce qui n'est pas évident pour un jeune au début de sa carrière. C'est pour ça qu'on apprécie à l'État de faire quelques privilèges aux jeunes pour les encourager de créer leur propre entreprise. Merci. Merci. Merci, bravo. Alors, n'oubliez pas ce dicton anglo-saxon qui nous dit « Where there is the will, there is the way ». Donc, quand il y a la volonté, il y a un chemin. Et puis, il y a l'État, bien sûr, mais je suis sûre qu'il y a aussi des entreprises qui peuvent être partenaires de votre projet. Donc, battez-vous parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'entreprendre. Bravo. Aïfa prendra la parole. Bonjour à tous. D'abord, je vous remercie de me donner l'occasion de participer avec vous. Je suis Reka Dendeni. J'ai obtenu mon master de la faculté de physique fondamentale de la faculté de sciences de l'UNUS. Après, j'ai fait une formation d'un installateur mainteneur système photovoltaïque. À propos, je remercie le Centre régional de formation au métier de maîtrise de l'énergie de me donner l'opportunité de s'engager dans la vie. Vous n'êtes pas là pour me remercier, pour vous présenter. Aïfa, merci. Vas-y, elle a été perturbée par ça déjà. Merci à vous. Bravo. Bravo Aïfa, merci beaucoup à tous ces étudiants. Bonjour à tous. Je suis Mohamed Omar. J'ai un diplôme en réseau informatique. Depuis longtemps, je pense de créer ma propre projet et ma propre société. Alors, à cause des compétences de M. Raouf, j'ai l'envie et le courage d'être installé mon propre projet. Alors, pourquoi les énergies renouvelables? Parce que c'est un domaine à un avenir plein de succès et je pense que les années prochaines, il a différence il remplace les énergies. Merci à tous. Merci. Mohamed Ali prendra la place. Bonjour à tous. Je suis Mohamed Ali Chebi, 25 ans. J'ai un diplôme de brevet de technicien supérieur en maintenance industrielle. Je m'insistais l'énergie renouvelable. Et pour cela, je fais une formation avec Abdel Raouf pour faire les installations photovoltaïques. Et j'ai fait des études pour la création en société, de fabriquer les automobiles ou les voitures fonctionner à base d'un moteur électrique chargé avec des batteries chargées avec des photovoltaïques ou des voitures fonctionner avec des moteurs hydrogène. Bravo, c'est plein de bonnes idées ça pour le futur. Oui, allez, bravo. Bravo à tous et merci au Centre régional de formation au métier de la maîtrise de l'énergie. Merci à vous, Monsieur Abdel Raouf, d'avoir bien voulu nous présenter vos étudiants qui sont tous très, très actifs et vous avez l'air de tous bien vous entendre. Merci pour cette joie, cette bonne humeur que vous avez su apporter. Myriam, vous souhaitez dire quelque chose? Myriam? Non, j'étais ravie de voir tous ces étudiants et toute cette énergie à entreprendre
et apporter de la compétence pour relever le pari, les paris qui sont à relever. Donc bravo, je suis très admirative et très heureuse d'avoir eu cet échange avec vous tous. Merci à vous de nous avoir donné cette chance. Merci à vous, Abdel Raouf. Alors, on a notre très cher Agali Aljoumanti qui s'impatiente et il appelle du Mali, donc c'est un peu compliqué. J'espère que nous l'avons maintenant. Il est avec nous. Alors, il va nous présenter les perspectives à envisager pour le lac Fajubin au Mali. Est-ce que vous êtes là, Agali? Alors, oui, bonjour. Bonjour Agali, merci. C'est bon. Bonjour tout le monde. Je me présente Agali Aljoumanti. Effectivement, je suis spécialiste du système lac Fajubin. J'ai fait mes études à Paris 8 avec Madame Tounsi, que je remercie infiniment. Voilà. Donc, depuis lors, j'ai terminé en 98, mais je n'ai pas eu tellement de boulot. Au Mali, vous le savez très bien, c'est très compliqué avec les coups d'État, c'est très compliqué avec le terrorisme, c'est très compliqué avec la rébellion. Du coup, c'est très, très difficile pour que les gens puissent travailler. Donc là, présentement, je suis arrivé il y a juste quelques jours. Je continue à postuler au niveau des ministères. J'étais au ministère de l'Agriculture, juste pour peut-être faire donner un peu de coup de piston au niveau du système lac Fajubin que j'admire beaucoup parce que je suis de la région. Le lac Fajubin est la plus grande dépression lacustre de la région du nord du Mali, notamment de Tombouctou, et particulièrement de Goundam. Le cercle de Goundam. Cet espace agro-pastoral stratégique a connu de nombreuses transformations au cours du siècle dernier. Pour intervenir dans cette zone, il faut énormément beaucoup de moyens parce qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes pour travailler au niveau de la zone, même lacustre du Fajubin. Avec le terrorisme, c'est pratiquement impossible. Le gouvernement a beau déployer les moyens avec des partenaires pour travailler, mais cette zone a des difficultés pour se développer. Du coup, il y a eu vraiment cette migration de la population qui a quitté pour chercher encore d'autres endroits plus cléments. C'est un lac que j'ai connu depuis les années 70 et qui aujourd'hui a complètement tari. Il faut vraiment donner les moyens à une ONG, à un organisme international qui s'appelle le système lac Fajubin, et c'est à coût de centaines de millions pour pouvoir déboucher, parce que c'est un lac qui est bouché à travers les dunes de sable, parce qu'ici au Mali, c'est l'ensablement. Donc c'est très difficile ici pour nous. Et nous comptons vraiment, nous cherchons des partenaires pour que vraiment on puisse essayer de ramener les populations qui se sont déplacées. Et comme perspective, nous en avons, mais c'est difficile aujourd'hui. Le contexte économique, social est très difficile de pouvoir travailler afin de... Donc, je disais bien que les ménages pauvres du lac Fajubin et ceux de Goundam, de Gourma, de Tombouctou et de Gao ont des difficultés à satisfaire convenablement leurs besoins alimentaires et non alimentaires à cause de la baisse globale de revenus liés à la crise sécuritaire et à la baisse de production depuis 2015. Donc, depuis 2012, nous sommes butés à ce problème. Et sans compter que le système lac Fajubin, il y a un éminent écrivain qui disait que l'Afrique est mal partie. Il s'agit de Raymond Dimon. Le gouvernement malien n'a pas pris vraiment les mesures nécessaires pour pouvoir faire des anticipations. Et avec le gouvernement du président comment il s'appelle, Amadou Toumani Touré, le lac a connu un petit rebondissement parce qu'ils ont ouvert les barrages, ils ont laissé couler l'eau. Ça a vraiment donné un petit élan à ce Fajubin. Mais depuis lors, nous sommes confrontés à une sécheresse, à un tarissement vraiment qui ne dit pas son nom. Nous, ici, avec le département du ministère de l'Agriculture, nous cherchons toujours des partenaires pour pouvoir alimenter ce lac, déboucher ce lac
désensabler ce lac et essayer de ramener cette population qui est partie au sud du pays. Nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas que cette population abandonne sa terre natale. Voilà. Donc, bref, si vous avez quelques questions, nous sommes là à votre disposition. Voilà ce que je tenais à dire sans trop préparer en réalité le sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Agali, pour votre témoignage. Je vous en prie, je vous en prie. Dans ces zones qui sont très peu accessibles et qui nécessitent véritablement le regard de nous, Européens, et aussi du monde entier. Merci beaucoup. Merci. Bien sûr, bien sûr. On est très touchés par votre témoignage et on se rend compte qu'il y a les enjeux climatiques et les enjeux géopolitiques et les enjeux sociétaux et que tout ça demande beaucoup d'énergie. On sait que vous en avez plein. Donc, on suivra vos travaux avec intérêt. Bon courage pour votre atterrissage. Merci beaucoup. Et on en parle on en parle de plus en plus, Myriam, de cette migration due au changement climatique. Et là, on a un exemple de cette migration au sein même d'un pays en Afrique due au changement climatique et l'augmentation des températures et à la sécheresse. Donc, merci beaucoup, Agali. On va passer... Merci. On va le passer, si vous voulez bien, et si elle est avec nous, à Sandra Benani. Bonjour Sandra, est-ce que vous êtes là? Sandra est là, normalement. Bonjour Sandra. Non, toujours pas. Carole, Sandra n'est pas là? Elle n'est plus là. Elle était connectée, elle est déconnectée. Alors, est-ce que Aziz Bédiar est là? Je le vois. Est-ce que Aziz est là? Oui, bonjour. Bonjour Aziz. Alors, je vais vous présenter en 2 mots. Vous êtes le co-président de Carthago Nostrum, qui est une ONG. Vous êtes présent à Paris. Vous travaillez sur les problématiques concernant l'environnement et notamment en Tunisie. On vous écoute, Aziz. Alors, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'intervenir. Oui, alors je suis cofondateur de l'association Carthago Nostrum, installée à Paris. Nous étions 4 étudiants au début, 4 étudiants tunisiens installés en France, intéressés donc, par des sujets concernant la Tunisie. L'association a été fondée dans le but de traiter des sujets divers sur la Tunisie, avec un intérêt particulier pour les sujets et les problématiques importantes qui ne sont malheureusement pas assez traités. Et donc, à la tête de ces sujets et problématiques, il y a les questions, les problématiques liées à l'environnement. Donc, nous avons pour l'instant organisé une conférence sur la question environnementale, durant laquelle on a traité le sujet des énergies renouvelables et de la gestion des ressources hydrauliques. Et nous envisageons d'en organiser davantage à l'avenir. Donc voilà. Merci beaucoup, Aziz. Aujourd'hui, pardon? Non, allez-y. Ah oui. Non, ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, malheureusement, la question environnementale et les problématiques liées à l'environnement ne sont pas assez traitées en Tunisie. Elles ne figurent pas dans le débat public et même lors des campagnes électorales pré-élection, le sujet, enfin les sujets, pas qu'un seul sujet, liés à l'environnement ne sont pas traités, on ne s'y intéresse pas malheureusement, pas assez. Et nous pensons justement à Carthago Nostrum que la société civile, donc les associations et les ONG peuvent jouer un grand rôle pour changer la donne, pour que les questions environnementales soient investies du coup par le débat public. Voilà. Merci beaucoup Aziz. On sait que vous sensibilisez tout au long de l'année les étudiants, et notamment les étudiants étrangers qui résident en France sur toutes ces questions d'environnement. Merci. Et on va passer sur une autre ONG. On va accueillir Amina Lutumba Enjoy. Bonjour, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Merci. Alors, vous êtes présidente de l'ONG Femmes Noires
femmes africaines. Tout à fait. Vous êtes venu accompagner, je crois. C'est ça? Oui, elle va se connecter, Madame la ministre Bonindoy du Sénégal va se connecter. Voilà, elle était là, elle est sortie. Elle était là. Bon, on va commencer avec vous. Et puis oui. Alors, vous me permettrez juste de retirer ma caméra parce que oui, bien sûr, je vais être polie pour que vous voyez mon visage, oui. Mais je suis encore dans le cadre de mon travail, donc je vais, pour éviter les passages incessants. Oui, sans problème. Merci, Amina. Voilà. Donc, c'est vrai que vous m'avez annoncé comme présidente de Femmes Nord, Femmes Africaines, ce qui est juste. Mais aujourd'hui, j'interviens en tant que présidente d'Empowering Women International, qui est un réseau de leadership d'excellence au féminin africain, qui a développé la matière de la maison CIMERF. Alors, la maison CIMERF s'inscrit dans un projet d'insertion publique vulnérable et stigmatisée, et pourtant une force incontestable de l'économie informelle. À travers l'apprentissage de la COVID-19 et en lien avec l'inclusion participative de ces derniers, nous avons fait le choix de nous orienter vers le développement des synergies basées sur le renforcement des capacités de ce public varié. Ce public chez nous se comporte de la jeune fille mère, des jeunes filles en décrochage scolaire, les enfants de la rue, la femme précarisée, la chef de famille dite monoparentale. La valorisation de ce public cible reste pour nous une force non négligeable avec une dimension intergénérationnelle où tous et tous sont amenés tant à donner qu'à recevoir. Il offre la possibilité d'exister et compter à chaque étape pour chacun. C'est pourquoi, avec nos propres moyens, au sein de notre réseau, nous développons déjà à petite échelle le programme international qui fédère les initiatives des femmes dans tous les pays du continent africain où nous sommes présents, pour transformer les initiatives des femmes basiques et traditionnelles en initiatives industrielles permettant d'augmenter leur activité afin qu'elles puissent connaître la gestion d'une entreprise et l'entrepreneuriat en général. Dans ce secteur ancestral qui reste aujourd'hui et à jamais le socle et l'équilibre d'une vie digne et pérenne pour tous. Parce qu'il faut créer l'action, parce que l'action crée le mouvement et que le mouvement entraîne les individus à se capaciter, nous voulons leur apprendre qu'il ne faut pas venir d'un beau quartier, qu'il ne faut pas être aussi d'une bonne famille pour réussir. Normalement, je peux vous passer une vidéo pour que vous voyez déjà au niveau de l'agriculture ce que nous avons mis en place. Donc, dans le réseau, nous avons différents secteurs de femmes qui entreprennent. Et au niveau de l'agriculture, nous avons un monsieur qui nous a donné un terrain où, pendant 3 ans, les femmes peuvent commencer à cultiver. Et à travers ça, elles auront un apprentissage où elles pourront également apprendre finalement à connaître le sol, parce qu'il y a des femmes initiées, des femmes non initiées évidemment à l'agriculture. Et donc, à travers cet apprentissage et cette formation, elles seront capables d'identifier les besoins de ce qu'elles peuvent planter là où elles vont se situer. Elles vont apprendre toute la chaîne également de transformation du produit fini, de la plantation au produit fini. Elles vont apprendre aussi également à être des commerciales. On veut dynamiser finalement ce travail agricole parce que voilà, c'est la base et qu'il est nécessaire et qu'en Afrique, c'est encore la facilité. C'est le plus facile en fait d'avoir quand même la terre et que même si aujourd'hui la jeunesse décide que ce secteur n'est pas quelque chose de valorisant, on veut leur montrer que c'est la base de toute chose, c'est la base du triangle pour évoluer et on dynamise déjà ces choses-là, mais on voudrait vraiment l'agrandir. Alors, Empowering Women International comporte un comité de parrainage qui regroupe des personnes, des hommes comme des femmes, issus de sphères différentes, mais qui agissent à haut niveau. Ils nous accompagnent dans la démarche de formation. La ministre Bonindoy, qui est ancienne ministre des Sénégalais de l'extérieur, est une de nos marraines. Elle est connectée actuellement. Oui, on l'a vu. Voilà. Vous voyez, voilà. Bienvenue à vous, Madame la ministre. Si vous souhaitez voilà, je me suis un peu déplacée pour pouvoir continuer. Et donc, à travers le partenariat avec l'association de nos parrains, nous pouvons
qui est nécessaire. On est actif dans différents domaines. Donc, il y a l'agriculture, il y a la transformation de déchets et il y a aussi l'accès à l'eau potable. Parce que voilà, le public qu'on touche, comme la jeune fille mère, comme la mère, la chef de famille monoparentale, c'est une personne qui aura cette motivation à travailler dans ce domaine, qui voudra, par des petits travaux, évoluer et pouvoir faire vivre sa famille. L'eau potable, pourquoi? Parce qu'il faut faire vivre son bébé quand on est une jeune fille. Ces jeunes filles qui sont en décrochage scolaire auront la possibilité d'être formées avec des personnes des plus grandes comme les plus jeunes qui sont impactantes ou pas dans leur secteur d'activité ou dans le milieu où elles sont, dans les villages où elles sont. Et donc voilà, c'est ce qui est très important pour nous. Alors pour travailler comme ça, on le fait déjà avec le réseau, mais nous avons besoin des États, nous avons besoin des ministères, nous avons besoin des autres pays, de vos savoir-faire à vous également pour renforcer finalement ce travail qui est dur, l'agriculture qui est dure, qui est lourd et qui n'est pas toujours adapté au public ciblé. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. Je ne sais pas si je vais arriver à vous passer la vidéo pour que vous voyez déjà ce qui a pu être fait par ces dames, tout en sachant que dans le réseau, il y a des associations qui travaillent dans ces 3 domaines que je vous ai cités et qui forment directement les personnes qui rejoignent notre réseau. Ce sont les personnes qui font partie, évidemment, les membres des associations. On est dans différents pays, donc le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, la RDC, le Cameroun, le Togo, et on va aller vers d'autres pays si on peut arriver à faire des partenariats avec des personnes comme vous qui avez vraiment et qui maîtrisez vraiment les outils nécessaires pour un développement durable pour ces personnes. Donc voilà, je ne sais pas comment je peux arriver à mettre la vidéo pour que vous voyez les choses. Si je ne sais pas le faire, je pense que je peux peut-être laisser la place à Madame Gonindoy qui pourra expliquer un autre volet du travail que nous faisons. Et en tant que membre d'honneur du comité de parrainage, elle est bien placée pour ces interventions à haut niveau, pour asseoir la crédibilité de ce qu'on fait déjà à petite échelle. Donc, voilà, je vous remercie pour l'écoute et la tribune que vous nous avez laissée pour présenter ce projet. Merci beaucoup, Amina Ndoye. On va accueillir tout de suite la ministre Ngoné Ndoye. Bonjour, Madame la ministre. Est-ce que vous nous entendez? Oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Bonjour, chers tous. Merci. C'est un honneur de vous recevoir et d'écouter vos propos sur cette question du changement climatique en Afrique. Je suis bien heureuse d'être invitée à cette activité très, très importante et j'en remercie particulièrement Amina. Et je pense que le changement climatique est un problème de géopolitique mondiale extrêmement important. Et c'est ce que je soutenais lors de notre conseil d'administration à SDSN Sahel, que vous connaissez certainement. La semaine dernière et les 10 jours passés nous ont montré qu'il y a de sérieux problèmes dans l'environnement. Il fait sans interruption excessivement chaud et 2-3 jours après, il pleut fortement. Des choses qu'on ne comprenait pas, qu'on ne comprend pas, et aussi bien en Europe, aux États-Unis qu'en Afrique. Moi, ça m'a inquiété, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, c'est vrai, nous courons beaucoup de dangers. L'Afrique aujourd'hui est un grenier. C'est un grenier parce qu'il nous reste encore beaucoup de terres cultivables, arables, où il y a encore aussi, de manière respectable, de l'eau. Mais il y a une impunité ou des lois qui n'accompagnent pas, ou peut-être des leaders qui ne comprennent pas, qui font que, par exemple, dans mon pays, toute la forêt de Casamance a été dilapidée presque. Chaque jour, ils font des coupures de bois, et ça passe par des pays limitrophes, et cela disparaît sans que le Sénégal ne sache ce qu'il faut faire ou ce que le Sénégal doit faire. Il faut donc une législation forte, mais il faut aussi des guides courageux et aussi
un monde quand même moins regardant. Parce que je pense que les plus forts, entre guillemets, sont en train de laisser faire des choses qui vont nous retomber dessus. Le changement climatique, à côté de chez moi, ici, à Rufisque, parce que j'habite la côte, a fait que ma maison a disparu, la maison où je suis née. Elle est sous les eaux. Et la maison où j'ai grandi a dû, avec les populations à côté de chez nous, a dû être relogée à des kilomètres plus haut. Ça veut dire qu'il y a une avancée terrible des eaux de mer. Tout cela, c'est dû au changement climatique. Et la femme dans tout ça, celle qui vit des produits halieutiques, celle qui vit des produits forestiers, celle qui vit de sa petite culture à côté, qu'est-ce qu'elle devient dans ce monde? Les collectivités locales autour, qui sont données certes en étant des élus de la côte, qui essayent de mettre une bonne législation, qu'est-ce qu'elles peuvent faire avec leurs pauvres mains, simplement, et une volonté? Je pense que c'est une question qu'il faut mieux regarder. Tout ce qui nous vient de l'Europe, d'autres pays, je ne stigmatise pas, comme matériel de seconde main, des frigos, des véhicules, du matériel ménager, des ordinateurs, toutes ces choses que l'on nous envoie en disant seconde main parce qu'il y a la pauvreté derrière, mais qui sont en train de polluer notre environnement. Et justement parce que ce sont des choses qui polluent qu'on n'en veut plus de l'autre. Est-ce que vous pensez que la mondialisation est sur un côté et pas sur l'autre? Est-ce que alerter tout le monde et comprendre qu'on a un problème, on ne le délocalise pas, il faut le résoudre. Et dans ce cas, toutes les mesures qu'on prend d'un côté du globe, il faut bien que ces mesures soient valables de l'autre côté du globe, avec un accompagnement. C'est quoi la raison principale pour nous en ce qui nous concerne? C'est la pauvreté, le non-accès aux ressources naturelles, le non-accès aux ressources financières, la non-autonomisation des femmes, le manque d'éducation, parce que la forme d'éducation, le manque d'éducation a fait qu'aujourd'hui, nos enfants ne sont pas bien capacités, les femmes non plus. Le problème de langue, les femmes ne peuvent pas s'exprimer correctement sur l'étrangère, avec les langues étrangères. Elles ont des blocages. Et pour donc pallier à ce manque, il faut forcément les alphabétiser, il faut forcément les accompagner, mais surtout les exercer aux bonnes pratiques. Et quand je parle de tout ça, c'est compte tenu de la digitalisation qu'aujourd'hui, que sur le monde est devenu un monde digital, tout se passe très vite, tout se fait très vite. Je pense qu'il est vraiment grand temps de prendre très au sérieux ces questions-là. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention, Madame la Ministre. Myriam, vous souhaitez rebondir? Oui, bonjour. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour cette intervention. Je crois que vous avez bien fait à nouveau, avec Amina, de remettre en perspective et en évidence le rôle des femmes et cette articulation si délicate qu'il y a entre la réglementation et ce que peut faire l'État et le gouvernement et la société civile. Et je crois que cette intervention à double voie avec cette sensibilisation aux problèmes d'agriculture, aux problèmes de transformation des déchets, accès à l'eau potable d'une part, et d'autre part, les conséquences déjà observées de l'érosion sur le littoral, qui est un sujet que nous traitons toujours dans notre université à La Rochelle. Et on a choisi La Rochelle précisément parce que c'est une ville sur un littoral. Et évidemment, vous avez aussi évoqué les thèmes de déforestation parce que c'est tout ça à quoi on doit faire face. Et je crois qu'il faut rappeler que la complexité du défi provient précisément de la multiplicité des chantiers à mener. Et donc, j'ai démarré ce matin en parlant de leadership et je suis contente, Amina, que vous ayez repris avec votre étiquette de réseau d'excellence et de leadership cette notion, parce que je crois que résilience et leadership doivent se conjuguer pour à nouveau mobiliser tout le courage, toute la créativité, toute l'imagination, toutes les compétences et toute l'énergie qu'on va devoir mettre en face
de ces grands chantiers. Donc, c'est extrêmement important, votre témoignage. On a des étudiants qui nous regardent, qui sont dans le monde professionnel demain. On a des hommes et des femmes. Et je crois que c'est une façon de nous rappeler que nous devons travailler main dans la main, quels que soient les intérêts que nous représentons ou les parties prenantes que nous représentons. Donc, merci à vous pour ça. Merci beaucoup. Alors moi, j'aimerais rebondir sur vos propos concernant les déchets, Madame la Ministre. Vous êtes sans doute au courant que depuis 1998, la Convention de Bamako, qui est un traité de nations africaines qui interdisent l'importation de produits dangereux vers l'Afrique, c'est-à-dire du reste du monde, vers l'Afrique, comme notamment, on connaît quelques dossiers de produits médicaux qui arrivent en Afrique et qui sont incinérés et qui provoqueraient donc des maladies. Et donc, c'est ce qui a poussé les territoires africains à mettre en place cette loi qui est plus ou moins appliquée, mais on va dire qu'elle est appliquée actuellement au bout d'un certain nombre d'années. 98, c'était il y a un certain temps. Est-ce que vous pensez que cette chose peut être faite, par exemple, sur les véhicules, si on considère que les véhicules à énergie fossile thermique polluent? Est-ce que vous pensez que c'est envisageable? Merci pour la question. Je pense que ce qui pollue, ce n'est pas seulement les véhicules, il faut aussi voir ça, parce que tout le matériel électroménager dont j'ai parlé tout à l'heure sont des choses qui nous arrivent sous forme de dons, de contributions, d'accompagnement. C'est pourquoi je disais que c'est la pauvreté qui engendre ce type de problématique. Donc, il faut un peu voir les rapports économiques et sociaux entre les États. Donc, si, par exemple, le gouvernement avait demandé que les véhicules de moins de 5 ans, ayant moins de 5 ans de vie, ne puissent pas entrer, plus de 5 ans ne puissent pas entrer dans le pays, au Sénégal. Mais après, avec le nouveau gouvernement, je ne sais pas si c'est pour des questions électoralistes ou pas, nous sommes à moins de 8 ans. Donc, quelque part, les États ont le droit de signer des accords intra-pays. Peut-être qu'ils ne voient pas les véhicules du point de vue formel comme des ventes ou des trucs comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas des véhicules neufs que l'on vend, mais c'est des dons la plupart du temps, c'est des accompagnements, c'est une réponse sociale. Donc, il faut clarifier, je pense, cette position-là. Il faut clarifier ce qui entre dans nos pays comme accompagnement et ce qui entre dans nos pays comme produit à vendre. Parce que si c'est un produit à vendre directement, on pense, les lois, elles peuvent régir le secteur. Et il y a un problème encore latent sur la signature des APE, la non-signature des APE, et l'installation de la ZLECAF, qui est la zone de libre-échange en Afrique. Ce sont des signatures qu'il faut mettre à l'heure du développement durable. Il faut relire les textes, relire les lois, les mettre à l'heure, je crois. Vous ne m'entendez pas? On vous entend, c'est revenu. On vous entend, ça y est. Oui, j'avais dit qu'il fallait mettre en cohérence les lois, qu'il fallait les remettre au bout du jour, mais avec comme soubassement le développement durable. Tenir compte du développement durable et aussi voir tout ce que les États citent entre eux, qui n'a rien à voir avec ce que la législation met en commun. Par exemple, j'ai donné l'exemple des APE. 2 pays africains ont signé, comme le Ghana et la Côte d'Ivoire. Les autres n'ont pas encore signé, n'ont pas signé du tout. La ZLECAF, qui est une loi de la zone de libre-échange, qui est une proposition pour la zone de libre-échange en Afrique, pour commercer, ça, je pense qu'il faut quand même considérer tout le matériel qui nous vient de l'extérieur comme applicable avec cette loi-là. Mais si on prend ça comme des dons, des appuis pour atténuer un mal ou un manque, je crois que ça pose problème. Et c'est ça justement à l'entrée dans le pays. Il ne s'agit pas seulement des véhicules à vendre, mais aussi du matériel qui vient en don et qui vient en soutien. Oui, on comprend. On comprend. Merci beaucoup pour votre intervention. Myriam, est-ce que vous souhaitez compléter? Vous avez des questions? Je pense qu'on n'entend plus. Moi, j'ai une seule question qui est un petit peu
comment E5T pourrait vous aider. Peut-être il y a une série de thématiques spécifiques aux femmes ou spécifiques à certaines problématiques comme l'érosion du littoral ou la déforestation. En tout cas, nous, on sera ravis de rester en contact et de pouvoir faire des focus sur des problématiques particulières qui pourraient venir nourrir vos réflexions et booster votre action. C'est le plus important. On a besoin de tout le monde, les mobiliser et à tous les niveaux. Donc, voilà, on peut faire peu, mais ce qu'on peut faire, on le fera avec plaisir. Ah oui, là, nous sommes preneurs. Hein. Ça, c'est une très, très, très bonne proposition. Moi, je suis née sur le littoral. Je suis de famille pêcheur. Aujourd'hui, je vous ai dit, j'ai perdu ma maison familiale parce qu'elle est vraiment au fond de l'océan. Donc, c'est hyper important, avec l'Association des élus de la côte, que nous puissions avoir un partenariat, ne serait-ce que pour sensibiliser, clarifier et puis mobiliser des personnes et des expertises qui nous seront utiles. Merci. Merci à vous. Merci. Alors, on va passer à notre prochain témoignage. Madame Sandra Benami, qui est présidente de l'ONG Moon and Stars. Puisqu'on parlait de femmes, Sandra agit beaucoup avec les femmes, notamment les femmes artisanes. Bonjour Sandra. Est-ce que vous êtes là, Sandra? Je ne vous entends pas. Oui, c'est bon, on vous entend, Sandra. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. On vous entend, Sandra. Je disais que je suis ravie d'être parmi vous. Merci pour accepter notre invitation. Alors oui, vous allez me présenter un petit peu, c'est ça? Oui, 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 allez-y, Sandra. Alors, d'accord. Donc, pour me présenter, donc moi, je suis présidente effectivement d'une association Moon and Stars et d'une ONG de femmes d'origine maghrébine. Et dans le cadre de ces structures, nous mettons à l'honneur et nous essayons de porter les projets qui ne sont pas forcément liés à tout ce qui est problématique environnementale ou climatique, mais plutôt à tout ce qui est commerce rural, aider les artisans qui travaillent dans le cadre de coopératives à faire connaître leurs produits, leur savoir-faire, à les exporter à l'étranger. Par exemple, je parle du cas de la Tunisie, par exemple, parce que je suis d'origine tunisienne et que je suis en accord avec partenariat avec des coopératives d'artisanes, d'agriculture, qui produisent des produits du terroir tunisien en Tunisie. Et tout le travail consiste à amener de la visibilité à l'extérieur des frontières pour cet énorme travail qui permettra aussi de garder leur savoir-faire vivant. Et le fait de pouvoir permettre à ces personnes d'accéder à des projets, des micro-projets, d'avoir des financements, d'avoir une visibilité, ça permet de perpétuer, de faire durer. Parce qu'il faut savoir que... Sandra, on ne vous voit pas, la caméra elle est désactivée et vous êtes pleine d'énergie, vous êtes rayonnante, on a besoin de vous voir. Merci Abdelraouf, je sais combien vous me soutenez, merci beaucoup. C'est réciproque. Non, mais c'est parce que je suis à l'extérieur, je m'excuse, j'ai dû sortir et donc il y a un petit peu de bruit. Attendez, je vais essayer de brancher la caméra. Donc, j'étais en train d'expliquer qu'en fait, tout le challenge pour l'ONG Tunisian Women, Association Moon and Stars, ah ben là, du coup, on ne l'entend plus, Sandra. On est en train de brancher sa caméra. Alors, quelquefois, quand on branche sa caméra et qu'on n'a pas assez de réseau, on perd tout, le son et la caméra. Non. Il vaut mieux avoir la voix au moins. Alors, j'ai reçu de très beaux messages pour vos étudiants tunisiens. Je vais vous en lire un en attendant que Sandra arrive à se connecter. Ces jeunes Tunisiens donnent espoir de voir la Tunisie rebondir. Donc, c'est un message pour tous vos étudiants. Et c'est vrai qu'ils ont partagé une petite part de leur expérience. Et merci à eux. Je tiens à préciser, pour encourager la gente féminine à percer ce secteur de la maîtrise de l'énergie,
Les formations qu'on offre, c'est à 50% pour les femmes. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce qu'on arrive à se connecter avec Sandra, Carole, ou pas? Non, on a perdu Sandra. Voilà. On a perdu Sandra, donc on va essayer de voir si on peut la récupérer. En attendant, est-ce que Younoussa Sanfo, vous êtes avec nous? Oui, on vous voit, mais on ne vous entend pas, Younoussa. Peut-être qu'il faut activer le son de M. Younoussa Sanfo. Je vous vois. Est-ce que vous nous entendez? Je vous entends parfaitement. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes expert en cybersécurité et promoteur. Et vous souhaitez vous aussi témoigner sur cette question du dérèglement climatique en Afrique. Oui, c'est vrai, mais lorsque j'ai entendu toutes ces interventions, je me suis demandé s'il valait la peine que je dise quelque chose, parce que nous, on fait de toutes petites choses. Au niveau d'un village. C'est vrai que personnellement, j'y crois beaucoup, mais lorsque je vous entends parler, vous parlez de grandes choses au niveau continental, parfois même au niveau mondial. Et nous, vraiment, au niveau du village. Je crois à la sensibilisation. C'est vrai que je suis expert en cybersécurité, c'est vrai, mais c'est justement à travers ce métier que j'ai compris l'intérêt de la sensibilisation. Faire comprendre à ceux qui nous écoutent certaines choses qui auparavant pourraient ne pas savoir. Donc, pour sensibiliser les villageois avec qui nous travaillons sur l'intérêt de la protection de l'environnement, il faut passer du temps avec eux et il faut aller doucement. C'est-à-dire que arriver un jour et puis leur dire tout ce qu'on pense de l'intérêt de la protection de l'environnement, nous ne pensons pas que ça sera productif. Il faut passer du temps avec eux, vivre avec eux avant, petit à petit, d'amener en tout cas certaines idées et puis partager certaines croyances. Pour tous ceux qui sont en Afrique, il y a certaines choses, on le constate tout de suite. Par exemple, la protection des animaux. En général, à la vue d'un animal, la plupart d'entre nous lui donnent plus facilement un coup de pied qu'autre chose. Même les animaux que nous consommons, les poules, les chèvres, les moutons, on a une manière de les transporter où il y a 30% qui meurent au cours du transport. Mais puisque, en général, ce sont des bouchers qui le font, même quand ça meurt, ils vont quand même le vendre. Donc, ce n'est pas un problème si la bête meurt pendant le transport. Et là, je parle des animaux. C'est pareil pour la nature. On maltraite la nature. Et pour cela, nous avons décidé d'investir dans les villages, mais de privilégier surtout les enfants. Donc, notre expérience, on a appelé ça une ferme éducative. Une ferme où il y a des fruits, où il y a des animaux, des poules, où on peut consommer pas mal de choses et on profite pour sensibiliser. Et comme je vous le disais, notre cible, ce sont les enfants. Si le changement se fait par les enfants, il y a de fortes chances que ces changements-là soient durables. Donc, j'avais préparé un slide, mais je vais m'en inspirer juste sans le montrer, mais je peux l'envoyer à qui ça intéresse. Parce que notre expérience, je vous disais que c'était une petite chose. Donc, le but, c'est sensibiliser les populations, et notamment les enfants, sur le respect de l'environnement.
Pour cela, nous avons mis en place cette ferme éducative et je me propose de vous parler de ça en 4 étapes. La première étape, ça concerne les plantes, les animaux, et puis vous rappeler que les plantes et les animaux sont aussi des êtres vivants. Ensuite, pour intéresser les gens, parce que nous sommes persuadés que nous aurons beaucoup plus de facilité à mobiliser les gens dans les villages s'ils y voient un intérêt immédiat. Quand j'ai écouté plusieurs personnes, plusieurs intervenants, j'ai entendu où on parlait de horizon dans 20 ans, dans 50 ans. Et dans nos villages, on ne peut parler de dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 5 ans. On ne sera pas écouté. Les besoins sont immédiats. Donc, pour des gens qui vivent au jour le jour, eh bien, s'il n'y a pas de résultats concrets très rapidement, nous risquons de ne pas être assez écoutés. Donc, pour cela, nous avons mis en place une pépinière. D'abord, un potager à la ferme, où on y fait des légumes. Les besoins les plus primaires des ménagères, des familles, disons des familles. Donc, tomates, haricots, et tout ce dont on a besoin pour la cuisine à la maison. Ensuite, petit à petit, pour aider à cela, nous avons créé des kits potagers avec arrosage automatique. Voilà, donc on a fait recours à la technologie pour aider au village. Bien sûr, là, il faut des sources d'eau différentes de l'eau courante, du robinet qu'on trouve en ville. Il faut d'autres sources d'eau. Il faut que ce soit du solaire, parce qu'on n'a pas d'électricité dans un village, ainsi de suite. Et ces kits potagers permettent, même dans une cour, sans être au champ, d'avoir un potager à côté. L'idée, c'est après d'exporter ces kits potagers, même en ville, de façon à ce que la mère qui s'occupe seule de ses enfants puisse avoir un kit potager où qu'elle soit, même si elle est dans un appartement, on lui montrera un kit potager en bois et on lui montrera tout ce qu'il faut pour que l'arrosage ne cause pas de problème, parce que la plupart du temps, c'est la gestion de l'eau qui rend difficile la tenue d'un potager. Ensuite, il y a l'organisation de la culture maraîchère dans la ceinture verte de Ouagadougou. Donc, je disais que le but de la ferme éducative, c'est de sensibiliser les populations, surtout les enfants, pour un meilleur respect de l'environnement. Nous en sommes convaincus après avoir observé autour de nous ce qui se passe. Je disais d'entrée que le réflexe des enfants, lorsqu'ils voyaient un lézard, une tourterelle, un margouilla, un papillon, contrairement aux enfants de l'Occident qui voudraient l'approcher, en Afrique, les enfants vont sortir un lance-pierre et vont essayer de tuer cette tourterelle, ce margouilla, ce lézard, même les papillons. Les adultes également ont cet instinct, je ne sais pas d'où ça vient, sans doute ça explique certaines maltraitances des animaux domestiques ou même sauvages, mais nous travaillons à petit rapprocher la nature, les animaux et tout notre environnement naturel des humains. Pour mener cette lutte de sensibilisation, nous nous sommes organisés pour que notre discours passe. Ce n'est pas un discours moralisateur, ce n'est pas un discours agressif, et en plus, nous essayons au plus de parler le langage du village en utilisant les termes du village. Pour cela, il faut une immersion qui peut prendre un peu de temps, mais nous y arrivons. Pour cela, il faut, comme je le disais, des éléments concrets pour appuyer les paroles pour que très rapidement, ceux qui nous écoutent se disent « Ah, nous voyons concrètement de quoi ils parlent ». Dans nos fermes, on trouve des plantes, des arbres fruitiers, des arbres médicinaux, des fleurs.
On y trouve également des animaux, surtout des animaux prisés par les enfants, les lapins, les pigeons. Et nous envisageons une pépinière afin de disposer de plants pour que d'autres personnes puissent être servies. La salade, la tomate, des oignons et des aromates. Cette pépinière fournira essentiellement notre équipe de conception des kits potagers. Voilà, donc le kit potager qui sera un espace aménagé pour produire des légumes pour la consommation domestique. Voilà, donc nous proposons des kits de différentes tailles qui seront proposés pour les ménages, mais aussi pour les écoles, les comités d'entreprise, ainsi que toute organisation désireuse de produire des légumes bio. En fait, notre démarche, c'est de rapprocher le villageois ou le citadin, de rapprocher beaucoup plus de la nature. Contrairement à ce qu'on pense, que les villageois sont très proches de la nature, eh bien, de temps en temps, même étant proches de la nature, nous avons des habitudes qui sont incompatibles avec la protection de l'environnement. Exemple, les papiers plastiques. Dans les villages, il y a plein de papiers plastiques qu'on trouve près des animaux, qu'on trouve dans les champs, qu'on trouve un peu partout. Donc, pour ne pas travailler seul, de toute façon, seul, on aura beaucoup de mal. Nous essayons de travailler en partenariat. Donc, depuis quelques années, et des initiatives sont nées par-ci, par-là dans nos villes. Donc, pour encourager cet esprit, produire simplement quelques produits de type légumes, nous assistons et nous assisterons toujours les associations, les groupements de femmes ou de jeunes à produire des légumes. Même si nos moyens sont très limités, nous essayons à chaque fois d'approcher certaines organisations pour essayer de prêcher la bonne parole sur le respect de l'environnement, mais aussi expliquer qu'il existe des gestes simples qui peuvent nous permettre de produire en économisant de l'eau, parce que le manque d'eau est très criard dans nos contrées, dans nos régions. Donc, l'utilisation rationnelle de l'eau, et puis nous encourageons les engrais biologiques qui sont dépourvus de pesticides et de produits toxiques. Donc, nous essayons de nouer des partenariats. C'est aussi ce qui m'amène face à vous aujourd'hui. Déjà, nous collaborons avec le stand burkinabé pour le développement durable de Seydou Sanfo. Nous envisageons un consortium avec des partenaires algériens comme Polytechnique Alger et Géomatique Solutions, que pour l'instant, personnellement, je ne connais pas, mais que Seydou connaît très bien, et aussi des partenaires européens et coréens que les autres ont déjà contacté et noué certains partenariats. C'est vrai que nous, puisqu'on s'est mis dans la tête que nous agissons petits au niveau du village, effectivement, on n'est pas très connus en dehors de notre environnement immédiat. Nous ne sommes connus nulle part. C'est Seydou qui nous a approchés et qui nous a suggéré de quand même parler de notre expérience, même si nous pensons que c'est une petite expérience qui n'a pas un rayonnement international. Il se pourrait que ça rencontre certaines idées et surtout qu'on peut, en cas de besoin, puisse aussi être aidé par des conseils, des expériences menées ailleurs pour ne pas rester au niveau du village et passer à côté de certaines pratiques. Merci beaucoup. Bon, merci. Voilà. Merci, Monsieur Younoussa Sanfo. Et comme on le disait en tout début de conférence, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et on vous a invité justement pour parler de ce petit village et de votre action, parce que c'est important aussi, toutes ces actions qui sont faites sur les territoires. Et vous pouvez être évidemment un exemple avec votre ferme écologique. Merci beaucoup.